Et cet après-midi, émission plus spéciale encore, puisque nous avons la chance d'être au musée de la Marine, au Palais de Chaillot à Paris, qui vient tout juste de rouvrir ses portes après plus de 6 années de travaux. Le public est déjà nombreux, vous le voyez, surtout vous l'entendez autour de moi. Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 20 mars 1964. Il fait chaud et humide ce matin-là sur Vanikoro, une petite île de l'archipel des Santa Cruz aux confins de la mer de Corail, au nord-est de l'Australie, dans le territoire des Salomon, alors sous protectorat britannique. La bière que vient d'engloutir Maurice de Brossard, capitaine de vaisseau de la marine française, ne l'aura réconforté que quelques instants. Et il recommence à suer abondamment quand il prend congé de M. Dixon, directeur de la compagnie australienne qui exploite la riche forêt de l'île et fait aussi office de gouverneur. Le capitaine Brossard connaît les lieux. Il est déjà venu là il y a 5 ans. Après les courtoisies entre Européens qui se comptent ici sur les doigts de 2 mains et l'assurance d'un gîte pour son équipe, Brossard ne traîne donc pas pour se recentrer sur sa mission. Il ne s'agit pas d'une opération militaire mais bien de recherche. Le capitaine dirige en effet le service historique de la marine. Il est presque midi quand il s'engage sur les eaux turquoises du lagon à bord d'un petit bateau pour rejoindre ses compagnons déjà au travail. Sur le côté extérieur de la barrière de corail qui fait office de rempart contre l'océan, ces hommes ont ancré un catamaran de fortune fait de 2 barques de bois pour créer une plateforme accueillant un treuil et le matériel de plongée. Quand le capitaine arrive à leur niveau, il doit avancer prudemment entre les récifs, au moment où un plongeur sort justement de l'eau. Sur le catamaran, les hommes font signe qu'ils ont remonté des objets intéressants. Mais la houle empêche les 2 équipés de se rejoindre et tout le monde regagne l'embarcadère du rivage. L'enthousiasme est palpable. L'océanographe Yves Magnier sourit de toutes ses dents en montrant la masse métallique qu'il tient dans ses bras. On pose la grande trouvaille du jour sur le ponton. C'est une cloche, trouvée à moitié ensablée par 35 mètres de fond. Elle est plutôt en bon état. Fait environ 40 cm de diamètre, la base élargie notamment décorée de feuillages gravés. Sur la collerette supérieure, on peut lire une inscription 2 lettres, L et A, pressées d'un espace ébréché malheureusement illisible. Le capitaine Brossard jubile. Il n'en est pour l'instant pas complètement certain, mais vu la taille des caractères, le mot « boussole » correspondrait parfaitement à la partie manquante. Serait-ce enfin la preuve que Brossard cherche et que d'autres ont cherché depuis bien longtemps avant lui? Il faudra recouper avec les archives, mais au fond de lui, il le sait. Il y avait bien écrit la boussole. Cette cloche est l'élément qui lèvera bientôt le dernier voile sur un mystère débuté il y a longtemps, très longtemps. L'histoire commence le 1er août 1785. Le vent d'Est s'est enfin mis à souffler en rade de Brest. Alors que l'aube se dissipe à peine, les voiles de 2 navires se gonflent, 2-3 mâts d'environ 40 mètres de long. Leur nom, la boussole et l'astrolabe. Les 3 semaines à attendre les conditions favorables à leur départ ont permis d'organiser au mieux le chargement. Volailles, vaches, moutons, biscuits secs, viande salée, barriques de vin et d'eau ne seront pas de trop pour le long voyage qui s'annonce. 200 marins se répartissent sur les 2 navires, en plus d'une vingtaine d'hommes de science, botanistes, naturalistes, astronomes ou géographes, et leur foule d'instruments. L'expédition dans laquelle le roi Louis XVI s'est personnellement impliqué a pour but d'élargir la connaissance du monde. Dans le sillage du Britannique James Cook, qui ces 15 dernières années a parcouru les mers en découvrant moult contrées, l'équipe de la boussole et de l'astrolabe va sillonner les océans pour étudier des mondes éloignés, les peuples, plantes et animaux qui les composent. Ils en profiteront aussi pour cartographier des terres inconnues, sans évidemment s'interdire de tenter de se les approprier ou de développer le commerce. Pour guider l'armada, le roi a choisi un brillant officier de marine qui a participé à la guerre de 7 ans et à celle de l'indépendance américaine. Cet homme, c'est Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse.
Depuis la Boussole, navire amiral, il dirigera l'expédition censée durer 4 ans et dont Louis XVI, selon ses propres mots, regarderait comme l'un des succès les plus heureux qu'elle put être terminée sans qu'il en eût coûté la vie à un seul homme. Bon, autant le dire tout de suite, ce sera raté. La grande aventure commence, d'abord aux Canaries, puis au Brésil, au Chili et sur la mystérieuse île de Pâques. On continue ensuite en Californie, en Alaska, Chine, Corée, jusqu'à l'extrême-orient russe. À chaque escale, les scientifiques relèvent, observent, dessinent. Les rencontres sont en général cordiales et respectueuses avec les différents peuples autochtones. Aux Philippines, la Pérouse, homme des Lumières, note d'ailleurs avec effroi les abus et pressions de la colonisation espagnole. Malgré quelques marins malades et des petites frayeurs, le voyage se déroule plutôt bien. Déjà 2 ans et les navires quittent en 1787 les eaux du Pacifique Nord pour les mers du Sud et leurs îles paradisiaques peuplées de bons sauvages que les philosophes des Lumières ont mythifiés pour mieux critiquer les sociétés occidentales. L'opinion que la Pérouse se fait des insulaires en prend un coup quand l'expédition aborde les rivages des actuelles îles Samoa en décembre 1787. L'équipage veut faire des réserves d'eau, mais les naturels, ainsi qu'on les nomme à l'époque, n'ont pas l'air du même avis. Le second de la Pérouse, Paul Florio de Langle, choisit d'insister, mal lui en a pris, puisque les Samoans refusent vertement ces indélicats et insistants visiteurs. 11 hommes sont tués à coups de pierre. La Pérouse affirme ne pas vouloir ajouter de violence à la violence en se vengeant, même si une trentaine d'indigènes a également péri. Meurtri par cet épisode, la Pérouse et ses hommes continuent vers les côtes australiennes. Dès le mois de janvier 1788, ils sont à Botany Bay, aujourd'hui dans la banlieue de Sydney, alors que les troupes anglaises qui s'installent à peine dans leur nouvelle colonie pénitentiaire mouillent dans une autre rade toute proche. Si nous savons tout cela, c'est grâce au journal que tient la Pérouse. Il en confie des morceaux à certains des hommes débarqués au long du voyage qui les ramènent en France, en plus des nombreuses lettres envoyées lors d'escales. Dans une missive datée de février 1788, il écrit à un ami « Les fatigues d'un tel voyage ne peuvent s'exprimer. Je n'ai plus ni dents, ni cheveux. » Bon, autant dire qu'il n'est pas très en forme. Dans un dernier courrier, la Pérouse présente son plan de passer par les îles Tonga, puis de partir vers l'océan Indien et atteindre l'île de France, l'actuelle île Maurice, pour le mois de décembre. Il s'imagine rentrer quelques mois plus tard. « Adieu jusqu'au mois de mai 1789 », écrit-il. Or, au mois de mai 1789, la France, comme vous le savez, quelque peu. Une information arrive bien au bout de quelques mois. On raconte que 2 bateaux auraient été retrouvés endommagés à Jakarta, dans les Indes néerlandaises. Il n'en est rien. Après plus d'1 an, la Société d'histoire naturelle parisienne commence à réellement s'inquiéter et fait pression sur l'Assemblée nationale, qui vote finalement en février 1791 un décret pour le lancement d'une expédition. On nomme l'amiral Antoine Bruni d'Entrecasteaux à la tête de 2 navires baptisés pour l'occasion la Recherche et l'Espérance. La flottille quitte Brest le 28 septembre 1791, mais vous allez voir. Les débuts sont hasardeux. La navigation de concert des 2 navires n'est pas évidente et complique les escales, mais on file vers le Pacifique Sud en traversant l'océan Indien. Arrivés dans les parages méridionaux de l'Australie, les bateaux frôlent le naufrage. Il s'en faut de peu pour que l'expédition de sauvetage périsse. Les escales offrent certes de jolies découvertes botaniques, mais point de traces de la Pérouse. Et tout ne va pas au mieux sur les navires. Les cas de scorbut se multiplient. Les soubresauts de la Révolution se font aussi sentir à coups de chamaillerie, entre obédience et de heurts entre matelots et aristocrates. L'ambiance est exécrable pendant que l'expédition tourne littéralement en rond dans une large zone autour de l'Australie, en s'arrêtant à de nombreuses reprises. On passe notamment près de la Nouvelle-Zélande, puis aux îles Tonga, où il semble qu'aucun habitant n'ait été témoin du passage que la Pérouse avait pourtant annoncé dans sa dernière lettre, chou blanc. On passe aussi en Nouvelle-Calédonie, qu'on cartographie au passage, depuis de nouveaux rivages, où meurt d'ailleurs de maladie le commandant second Jean-Michel Huon de Carmadec, alors que les communautés locales accueillent à l'occasion les Français à coups de flèche. Nous sommes en 1793,
Lorsque les deux bateaux font cap vers les Nouvelles-Hébrides, l'actuel Vanuatu, puis sur les îles Salomon qui mènent jusqu'à la Nouvelle-Guinée. On continue de cartographier les lieux inconnus, notamment cette île nimbée de nuages dans l'archipel des Santa Cruz, longée le 17 mai 1793. En hommage à sa quête et au nom de son bateau, le capitaine d'Entrecasteaux la nomme île de la Recherche. Elle sera plus tard connue sous le nom de Vanikoro. Dans le dédale des Indes néerlandaises, l'Indonésie d'aujourd'hui, l'équipage est dans un sale état. D'Entrecasteaux meurt du scorbut le 21 juillet. Son corps livré à la mer, un nouveau commandant prend le relais et mène tout le monde vers Surabaya, important comptoir hollandais à l'automne 1793. Un petit groupe d'hommes part à terre pour le ravitaillement. Au bout de quelques jours, à bord, la surprise est grande d'apprendre qu'ils sont retenus prisonniers, car la Hollande est en guerre contre la France révolutionnaire, qui s'oppose d'ailleurs à une bonne partie de l'Europe. On découvre que Louis XVI a été guillotiné. Une légende s'écrira d'ailleurs plus tard. Peu avant sa fin, le roi aurait demandé « A-t-on des nouvelles de monsieur de la Pérouse ?» De l'autre côté du monde, pas de nouvelles, non. À Surabaya, une partie de l'équipage est emprisonnée, l'autre expulsée par les Hollandais. Ajoutez à cela la dysenterie qui se propage et par le fait que les bateaux seront finalement saisis, l'expédition est un échec cuisant. 219 hommes avaient quitté Brest. Entre les morts, les prisonniers et ceux qui ont décidé de tenter leur chance sous les tropiques, ils ne seront que 89 à regagner la France. De la Pérouse, on ne sait toujours rien. Et son expédition disparue devient célèbre dans tous les récits et gazettes jusqu'à Londres, où l'on joue en 1813 un drame intitulé « La Pérouse or the Desolated Island ». La Pérouse ou l'île désolée. Le mystère passionne les foules. Ces navires volatilisés, l'Irlandais Peter Dillon en a bien sûr entendu parler, lui qui passe son temps à parcourir l'Océanie, notamment pour le négoce de bois de santal. La disparition de l'expédition française est connue de tous dans cette région. Au mois de mai 1826, Peter Dillon aborde la petite île isolée de Tikopia, non loin de l'archipel des Santa Cruz. Il y est déjà passé, voilà plusieurs années, et avait laissé 2 compagnons. Les retrouvailles sont heureuses et Dillon s'étonne rapidement d'une poignée d'épée en argent qu'un des 2 hommes, Martin Bushart, a montré à l'équipage. Comment s'est-il procuré un tel objet sur une île reculée qu'aucun navire occidental n'a même approché depuis plus de 10 ans ? Bushart raconte que ce sont les autochtones auprès desquels il vit qui le lui ont fourni. Ils ont d'ailleurs beaucoup d'objets étonnamment exotiques. Une fourchette en argent, des bouts de chêne, des outils en métal, des couteaux, de la porcelaine. Il a d'abord cru qu'un bateau se serait échoué, mais après avoir maîtrisé la langue locale, il a compris que les habitants se sont procurés ces objets sur une autre île, loin vers le nord, probablement plus d'une centaine de milles marins. Une île que l'on nomme ici Vanikoro, où la population possède bien d'autres ustensiles semblables. Il a été question de navires échoués. Peter Dillon examine d'autres objets. Il y a par exemple un écusson avec une fleur de lys. Ce matériel est donc d'origine française. Il fait le lien avec la Pérouse et décide de mener l'enquête, d'autant que la France promet une juteuse récompense pour toute information. À Tikopia, l'homme engage un local qui lui servira de traducteur et après un passage aux Indes et quelques péripéties, il arrive en septembre 1827 face à l'île de Vanikoro. D'une montagne dissimulée en quasi-permanence dans les nuages, dégringole une épaisse forêt jusqu'au rivage, en majorité occupée par une mangrove impénétrable. L'accostage n'est pas simple, la houle est piégeuse et les récifs qui entourent l'île le sont plus encore. Plusieurs centaines, peut-être un peu plus d'1 millier d'habitants se répartissent en quelques villages et ce sont eux qui vont permettre à Dillon de percer le mystère de la Pérouse. Peter Dillon recueille la parole des populations locales, telle celle de Wally, chef de village de plus de 40 ans. Il se rappelle d'un événement de son enfance qu'on pourrait résumer par ces quelques mots. Après une nuit de tempête, on a vu ce qui semblait être les restes d'une grande pirogue sur le récif.
Des Blancs ont débarqué sur le rivage, les premiers ont été tués. On pensait qu'ils étaient des esprits malfaisants. Puis l'un d'eux a dit quelque chose au chef de village et les Blancs restants ont été épargnés. Puis d'autres sont arrivés d'une autre pirogue échouée un peu plus loin sur le récif. Ils se sont installés à l'embouchure de la rivière. Combien ? Oh, peut-être quelques dizaines. Ils ont monté une sorte de mur et ont passé leur temps à regarder le ciel avec des objets étranges. Après 5 ou 6 lunes, les Blancs ont pris la mer à bord d'une pirogue qu'ils avaient fabriquée. 2 sont restés à Vanikoro. L'un a fini par partir et l'autre est mort il y a peu. Peter Dillon échange avec d'autres habitants. Les témoignages diffèrent parfois. Certains ne parlent que d'un bateau ou n'évoquent pas de tuerie. Il faut dire que beaucoup n'ont pas connu l'événement qui se dissipe dans la tradition orale. Mais le marin irlandais sait que c'est bien ici qu'il y a eu naufrage, sans pouvoir déterminer le lieu précis. Il collecte et achète différents objets récupérés par les locaux. L'un d'eux est une cloche qui mentionne le nom de l'astrolabe, l'un des 2 navires. Peter Dillon repart avec trouvailles et débris qu'il est fier de présenter en France en 1828. Le roi Charles X le fait carrément chevalier de la Légion d'honneur et lui octroie la récompense de 10 000 francs promise, en plus d'une rente à vie. Pendant ce temps, un autre navigateur, le français Jules Dumont d'Urville, dirige dans le Pacifique une expédition partie en 1826. En escale en Tasmanie, il avance des indices de Peter Dillon et, faute de pouvoir le rejoindre à temps, aborde finalement Vanikoro à son tour en février 1828, soit 4 mois à peine après que l'Irlandais en soit parti. Ses traducteurs sont moins précis, mais à lui aussi on parle de naufrage et des Blancs qui repartirent par leurs propres moyens. À l'embouchure d'une rivière, d'Urville remarque ce qui semble être des souches d'arbres coupés, des traces montrant selon lui qu'il y a eu un aménagement, sûrement le camp où les Français ont passé quelques mois. Aussi, un habitant désigne un endroit sur la barrière de corail qui serait celui où la population a récupéré nombre d'objets. D'Urville s'engage et là, à travers l'eau limpide d'une passe dans le récif, il aperçoit à quelques mètres de profondeur les restes évidents d'une épave, des canons, du métal en désordre, des ancres, du lest, des morceaux de porcelaine. Ça y est, on a trouvé le lieu précis du naufrage. Les restes de l'astrolabe gisent ici, mais pas une trace de la boussole, le second navire, celui à bord duquel se trouvait le commandant La Pérouse. D'Urville et ses hommes érigent un monument en mémoire des naufragés, puis repartent chargés de vestiges dont on pourra confirmer l'identification grâce aux archives françaises. Il raconte bien entendu ses aventures dans un ouvrage et ne manque pas de noter, je cite, les manières grossières et stupides des habitants de Vanikoro. Des sauvages, écrit-il, naturellement farouches et méfiants, comme le sont tous ceux de la race noire océanique. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit le nom de Mélanésie, les îles noires en grec, pour désigner cette partie de l'Océanie. Les 10 sauvages de Vanikoro seront encore visités peu après par un autre marin français, Louis Le Goharan de Tromelin, qui rapportera quelques objets. C'est aussi lui qui comprend que l'île de la Recherche qu'avait découverte d'Entrecasteaux en 1793 était en fait Vanikoro, et que la mission de secours était donc passée juste à côté du lieu du naufrage, à un moment où il y avait manifestement encore des survivants. Dommage. Le mystère La Pérouse est en partie éclairci, mais on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu du 2e navire. En 1883, le gouverneur français de Nouvelle-Calédonie envoie une nouvelle expédition qui récupère quelques objets, mais on cesse globalement de déranger les habitants de Vanikoro, si ce n'est une mini-flottille qui passe en 1938 et un patrouilleur 15 ans plus tard. C'est à la fin des années 50 que le souvenir de La Pérouse, dissous dans les eaux du lagon, va être ravivé. Des officiels français du condominium des Nouvelles Hébrides que se partagent France et Angleterre se piquent d'intérêt pour l'histoire, ainsi qu'un néo-zélandais nommé Rhys Discombe. Il travaille pour la Cory Timber Company, une société qui exploite les forêts océaniennes. Il est aussi scaphandrier et passionné de plongée. Lors de passage à Vanikoro pour son travail, il découvre une faille dans le récif à plus d'1 kilomètre de l'épave déjà connue et y trouve des objets qui semblent bien venir de la boussole. Rhys Discombe partage discrètement ces informations avec quelques Français des Nouvelles Hébrides qui lancent de petites expéditions. On explore à nouveau le site de l'astrolabe à l'occasion
à coups de dynamite avant que la marine française ne prenne l'affaire en main. Le capitaine Brossard, directeur du service historique, vient d'une première fois en 1959 et sait qu'il y a sous l'eau des indices qui révéleront le sort de la boussole. Indices qu'il trouve, comme je vous le racontais au début de mon récit, en 1964. Après étude de la cloche sortie des eaux, preuve est donc faite que la boussole, comme l'astrolabe, s'est abîmée sur les récifs de Vanikoro. À partir de 1986, des missions se relancent à l'initiative d'une association aidée des plus fins spécialistes attelés à révéler les derniers secrets de l'île. 7 campagnes ont lieu jusqu'en 2008. Sur Terre, on explore et fouille ce que l'on nomme désormais le camp de Français. Dans les sols vaseux, chamboulés par le temps, on retrouve des structures et objets qui semblent attester d'une certaine organisation. Il y a bien eu des survivants. En mer, on continue d'extraire des objets et même en 2003 un squelette entier. La bonne dentition fait penser à un officier. Serait-ce la dépouille de la Pérouse lui-même ? Non. Après analyse, on sait que l'individu avait une trentaine d'années à sa mort, alors que le commandant, lui, en avait 47. Après 200 ans d'une longue enquête, on sait donc que la boussole, navire amiral, s'est violemment fracassée, en ne laissant certainement aucun ou peu de rescapés. Ses restes sont disséminés le long de la pente du récif qui plonge dans l'océan. Quant à l'astrolabe, témoin des déboires du premier bateau, il a tenté de contourner le danger pour finalement se retrouver piégé dans la barrière de corail. Une partie de son équipage s'est réfugiée sur l'île en venant piocher dans l'épave les matériaux et outils utiles à leur survie. Combien étaient-ils ? Si on a longtemps estimé leur nombre à plusieurs dizaines, les fouilles tendent à faire penser qu'ils n'étaient au final pas très nombreux. Mais tout cela est incertain. On ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux. Ont-ils réussi à repartir ? C'est ce que suggère la tradition orale de Vanikoro, mais aussi, selon certains, une gazette indienne de 1818, exhumée en 2017. Un article mentionne le sauvetage d'un marin isolé sur une île du détroit de Torres pendant 4 ans. Les locaux lui auraient parlé d'un groupe d'étrangers échoués ici une trentaine d'années auparavant, et les objets vus par le marin témoigneraient d'une origine française. Les hommes auraient donc réussi à quitter Vanikoro pour échouer ailleurs. Il est en tout cas quasi certain que le commandant La Pérouse n'a pas survécu au naufrage. Comme James Cook, qu'il admirait tant, il sera donc mort en mission. Et quand on pense que le capitaine anglais a fini battu à mort à Hawaï après des altercations avec les populations locales, peut-être que périr avec son navire n'est au final pas le pire. Mais peut-on trouver des avocats à prix coûtant à seulement 79 centimes la pièce ? Dans les magasins oui, il y a des avocats à prix coûtant et à seulement 79 centimes d'euros la pièce. Allez, c'est une urgence. Ça, c'est sûr. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 21 au 23 décembre dans vos magasins les avocats à prix coûtant sont à seulement 79 centimes d'euros la pièce. 79 centimes d'euros. Commerçant autrement. Calibre 203-243 grammes, variété As, origine Israël, Colombie, Maroc, Chili, selon arrivage en magasin. Voir modalité et magasin participant sur magasin-u.com. Europe 1, historiquement vôtre. Vincent Campredon, merci d'être à nouveau à mes côtés, de nous accueillir au musée de la Marine qui vient de rouvrir ses portes. Je le redis parce que c'est vraiment un événement dont toute la presse parle et qui nous a donné l'envie de venir. On se trouve actuellement devant un buste en marbre de La Pérouse. Je sais que la vie de cet officier de marine vous passionne, vous personnellement. Vous avez été, vous racontez-vous dans un livre, Le Voyage en mer, piqué à La Pérouse. Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, La Pérouse ? Il représente beaucoup de choses. À titre personnel, c'est un grand officier de marine comme on les rêve. L'homme qui a combattu royalement, l'homme qui s'est bien battu contre les Anglais en particulier. Il était très respecté des Anglais. Parce que quand il les attaquait, il les laissait partir en leur laissant des vivres et du matériel pour survivre, surtout quand il a fait dans le nord de l'Amérique. Et puis c'est un explorateur
C'est un homme qui a découvert le monde et dans une expédition humaniste non conquérante. Et donc c'est la grande histoire de France. C'est moi qui suis porté par l'histoire maritime de la France, cette fois dans le musée, mais où ma vie personnelle et professionnelle se mélangent un petit peu. Voilà, c'est le symbole, c'est mon héros personnel et c'est le symbole du musée. Parce qu'il y a un mystère, comme vous le disiez tout à l'heure. Bien sûr, c'est la fin de l'expédition. On entend là les éléments déchaînés autour de nous. Hein, on entend la mer, comme ça, les vagues. Le pauvre Lapérouse n'a pas eu de chance. Pourquoi est-ce que vous avez... C'est parce qu'il a un lien avec le musée, avec vous, que vous avez souhaité lui donner une place comme ça prépondérante dans le musée de la Marine rénové? Oui, j'ai voulu en faire quelqu'un de particulier et le mettre bien en valeur pour tous nos visiteurs qui ne connaissent pas forcément la Pérouse, même si c'est une histoire que les Français aiment. Je me souviens de la dernière émission de Thalassa où les auditeurs ont choisi les documentaires d'Yves Bourgeois comme dernier documentaire de Thalassa, parce qu'il y a un mystère, c'est un homme extraordinaire, il y a un mystère derrière dont on ne sait pas qu'est devenu Monsieur de la Pérouse. Il y a cette fameuse phrase dont on dit que Louis XVI, avant de mourir, aurait dit... Oui, c'est merveilleux, c'est probablement de la légende, parce qu'on ne sait pas ce qu'a pu dire Louis XVI au pied de l'échafaud. Attend des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Ça fait renaître aussi Louis XVI, dont on dit que c'était pas un roi passionné, mais un grand géographe. Un amoureux de la mer. Justement, Gérard de Cortance a dédié un livre à Louis XVI, le roi de la mer, en quelque sorte. C'était un homme qui aimait vraiment la marine. C'est le seul qui a voyagé pour aller voir la mer à Cherbourg. Oui, parce qu'en plus, il a appris tout petit au pied d'une maquette qu'on ira voir tout à l'heure. On le voit bébé en train de jouer avec la maquette qui s'appelle l'Artésien. Donc c'est extraordinaire d'imaginer petit. Et voilà, c'est un homme passionné par la géographie, un homme passionné par le siècle des Lumières aussi. Et voilà, il a envoyé sur les traces de James Cook la Pérouse au nom de la France, découvrir le monde, rencontrer les populations et puis évidemment, les idées des Lumières répandre les idées des Lumières. Donc c'est une très belle histoire de France. Et je trouvais que c'était important que nos visiteurs sachent que nous avons une très belle histoire maritime et navale en France. Vincent Campredon, on va faire quelques pas dans ce musée, on s'engouffre un peu plus, je vais dire, on prend la vague en quelque sorte. Une salle tout à fait emblématique, ce nouveau musée de la Marine, parce que là, vous immergez les visiteurs en pleine tempête, on entend le bruit de la mer, ces eaux déchaînées autour de nous. Est-ce que les gens ont parfois l'image que la mer est à la fois l'endroit rêvé, puis l'endroit le plus hostile sur notre planète? Alors c'est bien ça qu'on a voulu montrer. Moi qui suis marin, qui ai parcouru toutes les mers et les océans, j'ai fait 4 fois le tour du monde. En fait, la mer change à chaque instant et c'est là où elle est absolument merveilleuse et admirable. Il n'y a pas une minute qui est la même après l'autre. C'est le soleil qui est différent, c'est les nuages, c'est la couleur de l'eau, c'est la forme des vagues. Et c'est tout ça qui fait que la mer est à chaque fois différente. Et là, on est au cœur de la vague parce qu'il était important que nos visiteurs puissent embarquer avec nous, qu'on les emmène en mer. Et la foi, elle est aujourd'hui menaçante. Et au cœur de la vague, elle a été aussi menacée par des tas de problèmes qui se passent en mer. Alors, nous sommes là devant une vitrine très importante, évidemment, quand on parle de l'expédition de la Pérouse. Il y a des objets qu'on a retrouvés. Est-ce que vous pourriez nous en présenter certains qui ont été retrouvés au large de Vanikoro, justement? Oui, au large de Vanikoro, donc à l'autre bout du monde, dans les îles Salomon. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années avant qu'on retrouve les bateaux de la boussole et de l'astrolabe. Voilà. Ça a commencé avec Dumont d'Urville et bien plus tard, en 1827, on a commencé à récupérer des objets. Et on a dans cette vitrine les objets un peu symboliques de cette histoire incroyable, de ce mystère. Et je vais commencer par la poignée d'épée qui a été retrouvée par un Irlandais dans une île à côté qui s'appelait Tikopia et qui a vu cette poignée d'épée qu'on voit ici, qui est originale, au cou d'un des indigènes. Et à partir de là, il a demandé où est-ce qu'il l'avait trouvé. On a su que c'était à Vanikoro et c'est le point de départ de cette histoire extraordinaire, de ce mystère. Voilà, 1788, il disparaît. On retrouve en 1826 cette épée, ce poignet d'épée. Et puis à partir de là, la France, la constituante, commence à envoyer des expéditions jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je voyais aussi il y a un crâne là notamment. C'est le crâne de l'inconnu de Vanikoro. Ah oui, alors ça c'était extraordinaire. Vous imaginez que depuis 1788, on a retrouvé
sous le corail un squelette entier, ce qui est extrêmement rare. Et donc on s'est dit, ça y est, on a retrouvé la Pérouse. Alors pas tout à fait, on a fait des études avec l'IRCGN de la gendarmerie pour essayer de retrouver l'ADN. Et comme il y a des descendants de la Pérouse, on a comparé, on est à 99,9% et il faut 100% pour être sûr. Et donc ce n'est pas la Pérouse. Il est trop jeune celui-ci. Ça se Alors voit celui-là par rapport à la Pérouse. Il a été reconstitué Ah bon. par rapport justement avec cet inconnu de Vanicoro, qui est aujourd'hui enterré dans le château de Brest, puisque la marine n'abandonne jamais l'un des siens. On lui a fait les honneurs militaires et il est au musée national de la marine à Brest, dans le château. Alors évidemment, sous terre aujourd'hui, mais on en a fait tout un mausolée et toute une exposition. Je vois aussi des autres objets très émouvants, j'imagine pour vous, sont des boutons d'uniforme de la marine. Oui, c'est comme ça qu'on a petit à petit retrouvé un peu l'ensemble. D'abord, il y avait beaucoup de choses qu'on a retrouvées sous le corail. Et là, voilà, c'est des boutons d'uniforme. Donc on a pu resituer qui était mort, qui avait pu atteindre le rivage. Puisqu'en fait, c'est ça le mystère. Qu'est devenu le mystère de la Pérouse? Qu'est devenu les équipages? Est-ce qu'ils ont pu aller à terre? Est-ce qu'ils ont pu aller chercher du secours? Et où est-ce qu'ils sont? Et c'est grâce à tous ces objets-là, on voit un pierrier qui est en fait un petit canon qui envoyait des pierres à l'époque pour se défendre. Il y a aussi une pierre d'autel qui montrait qu'on célébrait la religion à bord. Il y a aussi cette pièce en bois historique qui était taillée probablement par l'équipage qui est resté à terre. Voilà, tous ces objets extrêmement émouvants et qui nous aident sur le chemin du mystère qui est loin d'être terminé à mon avis. Non. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en février 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la reconstruction à Brest de la frégate La Boussole, qui a participé, comme on l'a dit, avec l'Astrolabe, à l'expédition de la Pérouse. L'objectif, c'est quoi? C'est au fond de l'amarrer sur les bords de la Seine, en face du musée de la Marine, pour raconter son histoire? Alors, c'est un grand projet. La Pérouse, c'est donc un des héros du musée. On raconte son histoire, on raconte le mystère qui passionne les Français. Et quoi de plus beau pour continuer de raconter l'histoire, de reconstituer le bateau que commandait la Pérouse, qu'on veut reconstituer à l'échalune, et l'amarrer au pied du musée pour avoir tout un parcours dans le musée, et puis au pied du musée, sur la Seine, flottant, de voir comment vivait à cette époque-là, quelle était la vie à bord, comment vivaient les gens, comment ils combattaient, comment manœuvrait ce bateau-là. Voilà, c'est un grand projet. Donc lancé par le président de la République. On va attendre maintenant d'ouvrir un peu le musée et on va se lancer dans quelques semaines pour relancer ce magnifique projet. Alors Vincent, on va s'avancer dans le creux de la vague. Vous proposez au public de découvrir un radeau qui contient le kit indispensable à la survie d'un naufragé. Alors il contient quoi finalement dans ce nécessaire de survie? Il y a quoi? Il y a tout ce qu'il faut pour survivre en mer. Aujourd'hui, on a un système de sauvetage très élaboré. D'abord avec la Société nationale de sauvetage en mer, qui peut venir nous chercher un peu dans tous les temps, toutes les conditions. Et le temps que les sauvetages arrivent, eh bien, nous avons ce kit de survie, quoi boire de l'eau, de quoi pêcher, de quoi se diriger, de quoi regonfler le canot de sauvetage, de quoi tirer des fusées de détresse. Ça, c'est les fusées de détresse. C'est la balise. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. J'ai navigué dans une énorme tempête en 1979 qui a fait plusieurs morts d'ailleurs, c'était en mer d'Irlande, et je voyais la nuit des tas je pensais que c'était des ovnis, et en fait c'était des fusées de détresse de gens qui étaient en train de couler dans cette mer-là. Donc j'ai vraiment l'expérience de cette chose-là. Donc quand on est soi-même dans le canot, perdu dans la tempête comme on l'est là en ce moment, regardez la vague qui nous arrive dessus, on sait qu'on a sous la main de quoi alerter quand on est là. Il y a de la dramamine aussi. Parce qu'on peut imaginer qu'on peut avoir le mal de mer, vous aussi. Même sur la Seine, oui. Alors moi je l'ai eu, je l'ai eu au début, mais plus du tout maintenant. Après une vie de marin, on l'a plus. Il y a de quoi soigner, il y a de quoi se défendre contre les requins. Le mal de mer part au fil du temps. Il faut combien d'années pour qu'il disparaisse? Parfois quelques jours, simplement, pour juste que l'oreille interne se réhabitue. Et ensuite on part, on peut partir des mois. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des vivre en autarcie. Et puis il y a le manuel. Les requins et le manuel de quoi de survie se défendre pour ceux contre qui un requin. Oui, parce qu'il peut en mer, c'est plein de dangers, bien sûr. Il y a un harpon pour que je puisse. Non, mais il y a des hameçons. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on essaye un jour de partir dans la tempête. On peut avec un officier de marine, je vous emmène volontiers. Et je vous donnerai du mercalme pour que vous n'ayez pas le mal de mer. Très bien.
Vincent Campredon, nous continuons à avancer dans cette nef en quelque sorte. Ça ressemble vraiment à un bateau, ce musée de la Marine. Hein. Oui, quand on regarde le plafond, on peut imaginer que c'est le fond d'un bateau avec voilà, de chaque côté. En fait, on a voulu redonner toute la majestuosité à ce bâtiment de 1878, lui donner de la puissance et puis aussi de la lumière. Toutes les fenêtres étaient murées et donc on a tout ouvert pour faire un musée ouvert sur le monde, ouvert sur tous les publics et surtout ouvert sur toute la grande histoire maritime et navale de la France. Alors là, vous parlez de puissance et de gloire, on y est là, avec autour de nous, il y a d'immenses figures de proue qui ornaient les navires de la marine française. J'ai reconnu Henri IV, là c'est Napoléon, c'est pas rien quand même. Ah bah non, c'est très... Celui-ci ornait le Iéna, c'est ça? Oui, un bâtiment, exactement, le Iéna qui est un énorme bâtiment français à 3 ponts. Et le Napoléon qui était... Mais le but, c'est quoi? C'est de faire peur aux ennemis quand ils voient comme ça en figure de proue Napoléon? Non, c'est représenter un peu le pouvoir, la force du pouvoir politique qui montrait sa puissance à l'ennemi. Alors évidemment, ça ne faisait pas peur à l'ennemi, mais c'était une façon de montrer que le pouvoir en place donnait de l'importance à la marine, et si les bateaux allaient combattre, c'était bien au nom, et justement avec des sculptures de cette dimension. C'est très Ils sont très politique impressionnants. aussi, parce qu'on est sous la monarchie de Juillet, si je ne m'abuse, dans les années 1830, et Louis-Philippe veut se mettre dans la poche les bonapartistes. Voilà, Louis-Philippe a fait beaucoup de choses d'ailleurs pour essayer de réconcilier un peu les Français après ces années révolutionnaires. Et voilà, il le fait avec cette magistrale figure de proue de Napoléon. Elle est extrêmement puissante, extrêmement imposante. Moi, c'est un petit peu mon objet préféré, même si je les aime tous. Vous vivez avec lui depuis très longtemps, c'est ça? Oui, objet, alors ça c'est l'histoire, une petite personnelle, histoire, mais une histoire plus personnelle. L'histoire de la marine est faite d'histoires personnelles. Elle était dans le hall de l'école du commissariat de la marine quand j'étais à l'école à Toulon en 1983. Je l'aimais déjà beaucoup. J'étais président de promotion, donc je me souviens avoir fait des photos un peu dans la même posture que lui. Et puis j'arrive au musée, il est là. Alors, est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est le hasard? Je ne sais pas. Mais je l'aime beaucoup et j'invite tous nos visiteurs à venir la voir. De toute façon, ils ne peuvent pas la manquer. Alors, il y a un autre objet moi, qui m'attire, c'est la poupe de la Réal, évidemment. Parce que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est en bois doré? Alors, il était totalement rénové depuis Louis XIV. On a fait une rénovation de fond. Oui. Totalement en bois doré. On a repris toute l'histoire. Elle est très imposante. Et elle était non pas à la proue, mais à la poupe, de la galère de la Réal, qu'on voit d'ailleurs un petit peu derrière. Oui. Et elle représente Louis XIV, le roi Soleil. Et finalement, elle décrit, on voit le roi au milieu, sous Apollon, qui inonde le monde de son soleil, de son pouvoir et de sa puissance, à travers les 4 saisons, avec des petites statues de tous les côtés qui l'entourent, finalement, de sa force. Voilà, on imagine Louis XIV. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit allé très souvent dans une galère. Oui, les galériens, je pense que c'est moins drôle. Je ne suis pas certain que Louis XIV ait embarqué. Oh non, je ne pense pas non plus. Alors, 2023, c'est l'année de la réouverture du musée de la Marine. Mais avant d'en parler, je voulais qu'on parle de 1748, l'année où tout commence. Pourquoi c'est une date clé dans l'histoire du musée de la Marine? C'est une très belle histoire. C'est au temps de Louis XV. Et il y a à l'époque des ingénieurs constructeurs qui commencent à élaborer la science de la construction navale. Et il y a un certain ingénieur qui est un homme assez extraordinaire qui s'intéresse à tout, qui est un biologiste au départ, qui s'appelle Duhamel du Monceau, et qui téléphone à Louis XV et lui dit « Sire, je vous échange ma collection de maquettes contre une place au Louvre. Je pense que ces maquettes doivent être montrées, ces modèles donc doivent être montrés au grand public. Et je propose de faire ça. Et c'est comme ça, c'est le début de l'histoire du musée de la Marine. Une première salle au Louvre. Il est resté jusqu'en 1943. Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'objets. Beaucoup d'objets de la Révolution qui étaient confisqués, les objets des immigrés. Et puis petit à petit, le musée s'est enrichi d'un tas d'objets, comme cette magnifique réale de Louis XIV. Et Louis XV a accepté. Et donc, c'était le père fondateur. Pour nous, il est très important, Louis XV, qui n'est pas un grand homme de mer, mais en tout cas, il était important. Il a créé le musée de la Marine. Il a commandé les vues des ports de France à Joseph Vernet. Alors, ce qui est drôle, il y a un oculus. Il faut que décrive ça aux auditeurs. Donc, nous sommes sous la poupe de la Réal. D'un côté, vous avez Napoléon, vous avez Henri IV, Charlemagne. Enfin bon. Et puis, vous avez donc cet oculus qui permet de regarder vers l'étage inférieur.
Et à l'étage inférieur, on aperçoit donc de grands tableaux d'histoire, mais de l'histoire maritime de la France, Ouais. de l'histoire navale. Voilà, c'est Louis XV qui s'est jamais déplacé dans un port, qui voulait voir comment étaient ces ports et montrer la puissance maritime de la France. Et puis ça c'est permet de une faire le série lien. bien sûr, il faut le dire parce que c'est du Joseph Vernet, grand peintre, grand-père aussi d'Horace Vernet, à qui on donne une exposition en ce moment même au château de Versailles. Je le dis pour ceux qui auraient envie d'aller la visiter, qui est excellente. Mais en tout cas, vous avez tous ces Joseph Vernet à qui Louis XV avait commandé des tableaux qui représentaient les ports de France, il en a commandé 25. Oui, les ports PORTS, je le précise, parce que sinon il y avait, ça pouvait prêter à confusion. Et donc on a tous ces tableaux qui sont là. C'est une collection de 13 tableaux, n'est-ce pas? Alors c'est une collection de 13 tableaux, mais en fait il y en a 15 en tout. Il y en a 2 qui sont conservés au Louvre pour montrer justement la peinture d'une époque, et le Louvre voulait les garder pour bien montrer cette époque de la peinture. Nous avons la chance d'en avoir 13. Ils ont été totalement restaurés. Ils n'avaient jamais été aussi bien restaurés depuis Louis XV. Et on découvre ces ports, c'est extraordinaire, parce qu'on y voit pas seulement la vie maritime, mais on y voit la vie portuaire, on y voit la composition sociale, les métiers, la façon d'entretenir les bateaux. On est dedans. Voilà, on est dedans. Port, c'est la vie du port. Ouais, c'est la vie, tout à fait. La vie du port qu'on aperçoit sur chacun des tableaux. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, Vincent Compredo, le Musée national de la Marine a donc rouvert ses portes il y a quelques semaines, après 6 ans de fermeture. Il y a un appel d'air incroyable, il y a énormément de visiteurs qui s'y pressent. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre aux visiteurs petits et grands? Parce que je sais qu'il y a des visites pour les plus petits aussi. On a aperçu quelques bambins qui, en admiration... Regarder les maquettes avec émerveillement. En fait, ce qu'on voit depuis que les visiteurs sont là, c'est ouvert depuis le 17 novembre, c'est l'émerveillement, mais des petits, des moyens et des grands. On a fabriqué un musée pour tous. Et moi, j'adore me promener. Je fais un peu comme Louis XI, vous savez, quand il se promenait sans dire qu'il était dans roi. la foule, déguisé. Voilà. Regardez les gens, interrogez les pères et les mères de famille. Est-ce que ça intéresse vos enfants? Et tous me disent d'abord l'émerveillement. On a fait un musée avec des pièces anciennes qui sont magnifiques, mais tournées vers aujourd'hui et demain, avec des tas de dispositifs didactiques pour les enfants, pour les adultes, des jeux, pour donner du sens et essayer de montrer que la mer est essentielle, que la mer est l'avenir de l'humanité, à partir du beau. C'est une des premières choses que j'ai voulu en faisant le musée, le beau. Et je crois que c'est beau quand je regarde les yeux émerveillés des visiteurs. C'est vrai que ce musée a aussi une mission, c'est d'ouvrir vers l'avenir. C'est la préservation des océans, des mers. C'est aussi la mission de oui, ce c'est musée. cette ouverture vers le monde, cette ouverture vers l'avenir. La mer est l'avenir de l'humanité. Et on le fait avec ce parcours qui est superbe pour montrer les choses vers la mer, les grands sujets de demain. Et on commence quand on est plus petit, mais ça passionne aussi les anciens et surtout les maquettes. Et alors, qu'est-ce que les nostalgiques du musée, parce qu'il y a toujours des nostalgiques du musée d'avant. Vous savez, ceux qui viennent pour vérifier que vous n'avez pas trahi l'esprit des lieux. Alors ceux-là, ils m'ont posé plein de problèmes pendant des années. Et en fait, en reprenant la grande majorité des œuvres qu'il y avait avant, ils se retrouvent dans le musée. Mais c'était un vrai défi, garder l'âme de ce musée de Louis XV. Il ne s'agissait pas de refaire un nouveau musée sans penser à avant. Il s'agissait de rentrer dans la tradition historique. Mais c'est un tournant historique depuis Louis XV. Faire un musée ancien d'un musée d'avenir, tourné vers l'avenir, vers les sujets d'aujourd'hui et de demain, dans cette dynamique passé, présent, avenir. Voilà, c'est nouveau, c'est un musée de nouvelle génération, un musée du XXIe siècle. Enfin, la France a son grand musée maritime. Merci beaucoup, Vincent Compreton, de nous avoir accueillis cet après-midi au musée de la Marine de Paris, où l'on peut donc voir, trouver tous ces objets de l'expédition, j'allais dire hélas, qui a mal fini, de notre ami La Pérouse. Un musée où je ne peux que vous inciter, chers auditeurs parisiens ou même provinciaux qui visitaient la capitale, de vous arrêter pendant les fêtes. C'est important de découvrir ce nouveau musée et puis de découvrir un autre monde, celui de la mer. Je rappelle également votre livre, Vincent Compreton, Le voyage en mer, paru aux éditions Grasset. Et c'est ainsi, et c'est ici aussi, que s'arrête
notre voyage dans le musée de la Marine. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.